Dear. Valid people. Dear. Valid people. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être présente ce soir, un vendredi soir, quand il fait déjà nuit, qu'il fait pas très beau toute la journée, même nous on a hésité à venir, mais on est là. Donc bienvenue à ce cycle de conférences sur le validisme, organisé par l'association Dear Valid People. Moi, je suis Damien, je suis le président de cette association. Pour nos auditoristes, je suis en fauteuil roulant électrique, donc handicapé moteur principalement, mais avec d'autres petites surprises aussi. Et ce soir, on fait une conférence sur le validisme bienveillant. Alors, nous avons eu l'occasion de créer ce cycle de conférences ici au Quartier Généreux l'année dernière et on a voulu créer un cycle de conférences sur le validisme parce qu'on s'est rendu compte que c'est un mot qu'on emploie facilement mais que personne ne comprend. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas en parler vraiment. Et notre conférence qu'on a voulu faire sur le validisme a duré 2 heures. Et donc, ça dit, tiens, pourquoi pas faire des petites conférences plus courtes et parler de chaque type de validisme. On a déjà eu l'occasion de parler de validisme systémique, de validisme ordinaire. Maintenant, ce soir, on parle de validisme bienveillant. Vous pouvez retrouver les anciennes conférences sur notre chaîne YouTube ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Et vous pourrez retrouver aussi celle-là, la réécoute, un peu plus tard. Et je ne suis pas seul ce soir, je suis accompagné de Béatrice Pradillon. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Pour les personnes qui écoutent, moi, m'appelle Béatrice, je suis trésorière de Dear Valid People et j'ai un handicap auditif, donc je suis à moitié sourde depuis fort longtemps et appareillée, et j'ai aussi probablement en cours de diag ou TDAH ou trouble anxieux ou quelque chose qui s'apparente à ça, avec lequel je vis depuis pas mal d'années. Et à côté de ça, je suis aussi formatrice consultante inclusion. Donc voilà, donc c'est aussi mon métier de parler de handicap de manière générale. Donc on prolonge aussi dans le niveau, dans les engagements et dans le niveau militant. Mais voilà un petit peu pour me présenter. Avant de commencer aussi, je tiens donc à dire que cette conférence sera enregistrée, mais qu'aussi cette conférence est participative. C'est-à-dire que si à tout moment vous voulez participer, échanger avec nous, poser une question, vous le pouvez. On vous passera un micro pour que vous puissiez poser votre question. Parce que, comme je disais, vu que ça a été enregistré, on a besoin de bien parler dans les micros. Voilà. Ceci étant dit, je pense que nous pouvons commencer. Et on va commencer par c'est quoi le validisme bienveillant ? Auparavant, on a parlé de validisme systémique, ordinaire, et on va voir à quel point ils sont très intriqués. On a pu déjà le voir auparavant, on va à nouveau le voir ce soir, et qui peuvent être aussi insidieux, comme le validisme ordinaire, d'où le nom, ça va être des actes qui peuvent paraître normaux, et en fait, pas tant. Et là, on va aller un petit peu plus loin dans ce côté insidieux avec le validisme bienveillant. Et c'est quoi le validisme bienveillant, Béa ?
Alors déjà, on va peut-être reprendre sur le validisme tout court, mais vraiment en 2 mots. Le validisme, c'est simplement l'oppression qui est vécue par les personnes handicapées ou pensées comme handicapées en tout cas. Et on s'aperçoit très vite en fait que la construction du handicap, c'est beaucoup une étiquette en fait qui est construite par la société. Déjà, c'est-à-dire que le handicap est créé en fait en la différence entre la personne qui vit et son environnement dans lequel on vit. Donc finalement, ben voilà, le validisme, c'est un système dans lequel on hiérarchise un petit peu les vies dans notre société en plaçant en haut de cette pyramide les personnes bien portantes, les personnes dites valides, même si encore une fois les cases sont très poreuses. Et en dessous, les personnes handicapées sont généralement discriminées, c'est-à-dire que dans les faits, dans la société, elles sont moins bien traitées en droit, elles sont moins bien traitées individuellement et collectivement. Et si vous voulez revenir là-dessus, encore une fois, voilà, on peut revenir sur les autres conférences, mais là, on va avancer sur quelque chose qui va un petit peu piquer. Pourquoi ? Parce que souvent, on se rend pas compte de ce validisme bienveillant, surtout quand on n'a pas forcément connu le handicap ou la maladie. Et souvent, c'est un truc un petit peu qui nous gêne un petit peu aux entournures quand on se rend compte qu'on a eu des comportements comme ça de validisme bienveillant. Mais rassurez-vous, je pense qu'on passe tous par là, en fait, un jour. Je pense que j'ai fait preuve de validisme moi-même quand j'étais plus jeune en me disant « Oh là là, cette personne handicapée, elle est si mignonne !» Voilà, on y est tous passés. Et donc voilà. Il s'agit un petit peu d'essayer de comprendre en fait comment ça se construit et quel impact ça a finalement. Et donc, pour rentrer un petit peu dans qu'est-ce que c'est, en fait, on connaît, entre guillemets, en tout cas, on imagine sans mal qu'est-ce que c'est qu'un validisme ouvert, quelque chose, voilà, de une personne handicapée qui va être moins bien traitée, qui va être harcelée, qui va être insultée, voilà, toutes les réactions négatives envers une personne handicapée. Globalement, on connaît, on peut s'imaginer. Mais par contre, voilà, on a beaucoup plus de mal à s'imaginer qu'est-ce que le validisme bienveillant, parce qu'en fait, ce sont des comportements qui sont complètement normalisés et qui sont nourris de bonnes intentions. C'est-à-dire que quand on fait preuve de validisme bienveillant, on ne pense pas à mal, vraiment, on ne pense pas à mal. On est dans une situation où limite on nous a appris que c'était comme ça qu'on se comportait envers les personnes handicapées dans la société. Donc on voit pas où est le problème. Donc voilà, c'est une discrimination qui part de bonnes intentions, mais qui reste quand même une forme de domination, puisque en fait, on va avoir donc d'un côté la personne valide qui va se poser un petit peu au-dessus, et on va avoir en fait dans la relation qui va s'établir, voilà, un peu de condescendance, un petit peu de voilà, il y a toujours quelque chose où finalement la personne valide elle va avoir l'impression de faire un acte de bonté, de faire le bien, de faire sa béa du jour, hein, sans faire des jeux de mots. Donc voilà. Et c'est ça en fait qu'il va falloir un petit peu déconstruire, c'est le côté en fait quand je m'adresse à une personne handicapée, est-ce que je suis juste dans un comportement normal de personne à personne ou est-ce que je me pose un petit peu en sauveur, en aidant, voilà, avec une position un petit peu dominante finalement. Donc il y a plein d'exemples au quotidien qu'on a vécu ou que les gens autour de nous ont vécu. Et que nous allons vivre aussi, hein, parce que spoiler, ça va pas s'arrêter. À la fin de cette conférence, on va pas sauver le monde du validisme bienveillant. Mais en effet, ce qui est très insidieux aussi, c'est que, comme tu dis, on a l'impression de bien faire. Et les gens ne se rendent pas compte, ça demande d'avoir du recul sur soi, sur son comportement. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé, je suis en fauteuil roulant, qui est des personnes qui automatiquement s'abaissent ou parlent à moi comme si j'étais un enfant, mais sans réellement se rendre compte. Donc c'est souvent ça aussi pour moi la différence des gens, on va dire, conscients, woke, si je peux utiliser un gros mot. Ça va être des gens qui vont s'en rendre compte, qui vont se dire ah ouais, ok, là non, je ne le referai pas. Et en effet, comme tu le dis, ça peut arriver mais aussi à nous, même personnes handicapées envers d'autres personnes handicapées, parce qu'on a des handicaps différents. Et c'est-à-dire que là où Béa ne peut pas forcément tout entendre, moi je le peux un peu plus. Et là où Béa peut piquer un 100 mètres, moi je le peux beaucoup moins.
Big bof. Apparemment, elle a un doute. Apparemment, elle a un doute. Moi, je crois en toi, Béa. Donc, c'est aussi pour ça que c'est compliqué, ce validisme bienveillant, parce que ça vient toucher aussi le moi profond, les émotions, et la question de la bonne conduite, de la morale dans un pays chrétien comme la France. Ça a, mine de rien, un impact. Qu'on soit chrétien ou pas d'ailleurs, qu'on soit guidé par la morale ou pas, mine de rien, on est dans une société, on va être noyé un petit peu par ça, par des images de la morale, de la bonne personne aussi. On a cette pression de devoir être une bonne personne et encore plus envers les personnes handicapées. Ah oui, mais totalement. Notre société, elle est influencée par cette culture qu'on a eue. D'ailleurs, en fait, auparavant, j'ai mis raconter qu'en fait, avant qu'il existe les institutions qu'il existe aujourd'hui, où en général les personnes handicapées sont placées, sont séparées de la société. Avant, en fait, c'était l'Église en fait qui s'occupait des personnes handicapées. C'était le rôle de l'Église, des religieux, des institutions religieuses, de s'occuper des personnes handicapées. Et donc, en fait, ça a donné naissance à tout ce qu'on appelle la charité chrétienne. Et faire la charité, c'est se montrer généreux envers plus faible que soi, plus vulnérable, etc. Donc, encore une fois, ça parle complètement de bonnes intentions, ce truc de charité chrétienne. Sauf qu'en fait, c'est resté vraiment ancré dans les imaginaires collectifs vis-à-vis des personnes handicapées. Et si je peux faire un autre petit lien avec la religion, par exemple, un truc un petit peu de validisme bienveillant qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est quand il y a une personne qui montre son handicap sur les réseaux sociaux ou l'handicap de ses enfants, etc. Il y a plein de personnes dessous qui vont dire « je vais prier en fait pour toi, pour ton salut, pour le salut de ton enfant, etc. » Et en fait, ça, c'est un peu déplacé parce qu'on n'a pas demandé en fait à ce qu'on vienne prier pour ça. On ne demande pas en fait quand on s'expose, quand on montre, quand on parle de son handicap, on n'est pas en recherche en fait de prière ou de choses comme ça. Et en fait de franchir le truc, de nous imposer ça en fait, ça montre un peu finalement déjà il y a quelque chose qui doit être guéri, il y a quelque chose qui doit être sauvé. On est dans l'ordre de on espère que tu vas être sauvé. Mais en fait, on n'a pas forcément envie ni d'être sauvé ni d'être guéri. Et ça, c'est un truc un petit peu qui est un petit peu difficile à expliquer parce qu'il y a des années en arrière, on m'aurait proposé de faire disparaître mon handicap. Je pense que j'aurais dit oui. Et maintenant, on me proposerait de faire disparaître mon handicap. En fait, je ne voudrais pas. Et donc, actuellement, j'estime que chez moi, il n'y a rien à guérir, il n'y a rien à soigner, entre guillemets. Je suis contente d'avoir mes appareils auditifs, mais je veux dire, je ne changerai pas ma vie que j'ai actuellement contre une vie de personne valide. Et donc là, c'est un petit peu la difficulté de dire on n'a pas besoin d'être sauvé, on n'a pas besoin d'être guéri, donc on n'a pas besoin d'avoir cette position comme ça où on se trouve en fait le sujet d'une charité chrétienne. Voilà. Oui. Alors, contrairement à toi, Béa, moi, je t'avoue que si je pouvais ne plus être en fauteuil, ça pourrait être pas mal, mais est-ce que c'est par rapport au handicap lui-même ou par rapport à une société qui n'a pas été construite pour les personnes en fauteuil roulant? Spoiler, c'est la deuxième, hein, c'est à cause de la société inaccessible dans laquelle on vit. Moi, au contraire, ce que j'ai toujours, c'est que le handicap, ça m'a permis d'obtenir un prisme, notamment sur les discriminations que je n'avais pas auparavant. Parce que moi, à part le handicap, en fait, je suis un homme blanc, cis, hétéro, mes couilles, comme j'aime bien dire. Ça me donne une vision que j'aurais jamais eu sans ça, et que moi, je suis persuadé que sans le handicap, je serais un affreux connard. Donc, mais qui dit que je ne suis pas déjà un affreux connard? Ça, je vous laisse répondre à la question. Peut-être. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans le validisme bienveillant, c'est que pour moi, il y a deux affects. Il y a un affect au niveau individuel, ça va pousser les gens dans cette croyance aussi de nous sauver, de nous épargner, de devoir être gentil avec nous, de nous éviter de faire trop d'efforts. La notion d'effort, faudrait pas qu'on connaisse en tant que personne handicapée. Quelle ironie.
j'ai envie de dire, parce que les efforts, je pense qu'on les double par rapport à une personne valide. Et au niveau collectif, par contre, ça vient consolider aussi une croyance de devoir être toujours responsable de la personne handicapée, qu'on va pouvoir retrouver au niveau administratif, dans le principe de tutorat, dans tout ce qui est tutelle aussi, tutelle, curatelle, voilà, enfin tous les trucs en fait, voilà, où une personne effectivement handicapée et n'est pas responsable d'elle-même, mais il y a une personne valide qui est responsable d'elle. On retrouve un petit peu ce système-là en fait finalement de dire le validisme bienveillant, c'est un petit peu finalement on est dépossédé en fait de nos droits, de notre dignité d'existence en gros. Par des personnes en fait qui pensent bien faire, qui pensent vouloir nous aider, et c'est pour ça que c'est vraiment c'est un petit peu un piège parce que on arrive à des situations où finalement les personnes par gentillesse, par bienveillance, encore une fois, vont en fait remettre en question notre autonomie. Par exemple, ça va être aussi des questions intrusives des personnes en fait qui vont se demander mais toi tu fais ça, mais toi tu arrives à avoir un enfant, mais tu as voyagé, mais tu as réussi à faire des études, et qui vont ou alors qui vont remettre en question les projets futurs de dire ah mais tu comptes ouvrir ton entreprise avec ton handicap. Et en fait, c'est la remise en question aussi permanente comme ça, insidieuse. Alors souvent c'est une espèce d'apparence d'inquiétude, c'est je m'inquiète pour toi. Alors du coup, je vais me voir pourquoi tu fais ça, comment tu y arrives. Et en fait, on passe très vite de l'inquiétude en fait à la question complètement intrusive. Surtout quand c'est des gens parfois qui nous connaissent à peine en fait, qui se permettent de faire ces commentaires. Et c'est là que c'est le plus parce qu'on sait quand même dissocier la réelle bienveillance des gens de notre entourage qui vont être dans l'inquiétude de notre vie, quoi que ce soit. Je pense pas, par exemple, que ma mère, qui parfois, à l'âge que j'ai, m'appelle encore pour me dire que demain il va pleuvoir. Je sais que ça fait pas de validisme bienveillant, c'est juste qu'elle est angoissée de la vie. Ça, c'est pas pareil. Mais voilà, des personnes qu'on ne connaît pas, qui vont nous demander, parce qu'on est handicapé, qui vont venir nous voir en disant mais tu es sûr que tu y arrives tout seul. Ça, voilà, il y a une démarche vraiment de sous-entendre qu'on n'y arrive pas seul, qu'on n'est pas capable de finalement. Oui, et puis aussi, sous prétexte d'être bienveillant, il y a toujours cette question donc, intrusive et où on dirait que c'est une excuse. Sous prétexte de dire je suis gentil, je t'aide, machin, je peux faire ce que je veux, ce qu'on peut retrouver dans d'autres formes de discrimination aussi, où apparemment ça serait rendre service. Toujours, alors que c'est pas le cas. Il y a encore une fois aussi un principe qui est central. Là aussi, ça m'y a fait penser par rapport à l'aide. C'est le principe de consentement. C'est-à-dire que si tu ne consens pas à être aidé, faut pas être aidé. Si tu aides comme ça s'appelle plus une aide, ça s'appelle une violation de ton consentement. Et il y a cette petite vidéo que j'adore où il y a l'analogie avec une tasse de thé, de si tu obliges quelqu'un à boire une tasse de thé, ce n'est pas du consentement. Et c'est une petite vidéo très drôle pour parler de consentement, mais c'est vrai qu'en fait, la difficulté avec le validisme bienveillant, c'est qu'il y a une forme effectivement d'intrusion dans notre espace. Et si on refuse cette intrusion, si on refuse cette aide, on passe pour des gros ingrats. Parce que, par exemple, pour vous raconter une petite histoire que je raconte souvent, un des gros exemples de harcèlement que j'ai vu envers une personne handicapée sur les réseaux sociaux, c'est une personne handicapée qui a expliqué qu'elle en avait marre qu'on prenne son fauteuil roulant pour la pousser, que ce soit dans les transports en commun, dans les supermarchés ou je ne sais quoi. Parce qu'il faut savoir que pousser une personne en fauteuil, déjà ça se fait pas, on ne touche pas sans demander, mais en plus on risque de la blesser, en fait, on risque de lui faire mal, on risque d'abîmer le fauteuil. Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas en fait, et donc il faut absolument pas toucher le fauteuil d'une personne, d'une personne qui est en fauteuil. Et en fait, cette personne, elle avait installé sur ses poignets des espèces de grippes avec des picots comme ça pour pas qu'on attrape. Voilà. Et elle disait, je suis trop fière de moi, j'ai mis des picots comme ça, maintenant plus personne attrape mon fauteuil.
Et elle s'est pris derrière une vague de harcèlement, en fait, de personnes qui ne comprenaient pas en disant oui, mais c'est dangereux et si on attrape. Bon, déjà, ça se voit quand même. Hein. Excusez-moi, on ne peut pas attraper sans faire exprès un truc hérissé de pointe quand même. Mais il y avait aussi ce truc, mais en gros, tu veux pas qu'on t'aide. Alors, si vraiment tu te retrouves en difficulté, ben, on t'aidera pas. Du coup, il y avait vraiment une vague de haine et vis-à-vis du fait qu'elle s'était, entre guillemets, cette personne s'était prémunie en fait du validisme bienveillant et du dépassement de consentement, en faisant donc une action de prévention un petit peu qui pourrait passer pour radicale. Mais en tout cas, voilà pourquoi c'est très difficile parfois d'en parler. Parce que les personnes ne comprennent pas le non ou ne comprennent pas en fait qu'on ne veuille pas d'aide. Et ça, c'est un petit peu, on voulait parler un petit peu, faire une petite référence au triangle de Karpman que Damien, voilà. Oui, j'allais y revenir en effet parce que t'en as un petit peu parlé au tout début de la conférence. Tu as parlé du syndrome du sauveur et je ne sais pas si tout le monde ici est OK avec le syndrome du sauveur, si tout le monde le connaît et notamment des autoritarismes. Mais je pense que ça peut être intéressant de reposer une définition, de parler de ce triangle donc entre sauveur, victime, bourreau, où c'est souvent un triangle aussi. On nous fait croire qu'il n'y a que ça. Soit on est sauveur, soit on est victime, soit on est bourreau. Spoilant en tant que personne handicapée, je vous laisse deviner quelle place nous avons. Et nous, on voulait en parler aussi parce que on pense qu'il y a d'autres choses que ça, d'autres choses que ce triangle, et où aussi on peut essayer de trouver une relation plus équitable entre les gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une hiérarchisation, il n'y a pas un moment donné où tu es sauveur, où tu es bourreau, où tu es victime, on s'apporte tout en chacun et on s'apporte nos capacités. Enfin, typiquement, Béa m'aide parce qu'elle peut être debout et donc elle peut faire des choses que je ne peux pas faire. Et inversement, je peux entendre des choses que Béa n'entend pas et donc je lui dis hey, il se passe telle ou telle chose et c'est OK en fait. Et ça, c'est la coopération plus que le syndrome de compétition aussi qu'on va avoir et de hiérarchisation qu'on retrouve dans l'aide. C'est-à-dire que pour moi, dans l'aide, il y a de la coopération, c'est du 50-50. C'est la personne aidée qui est OK, la personne aidante qui est OK. Et dans ce cas-là, oui, ça peut que bien se passer. C'est ça. Et aussi, c'est important de faire la différence entre la bienveillance et un peu la bienséance. Et parce qu'à la base, la bienveillance, c'est une qualité, c'est quelque chose dont on peut être fier d'être bienveillant et c'est une belle notion, une belle valeur. Et c'est vouloir le bien d'autrui, c'est avoir de l'empathie, c'est reconnaître l'autre dans son égalité. Sauf que finalement, quand cette bienveillance, elle est passée à la moulinette en fait, du côté de la morale, de la charité chrétienne, etc. On arrive à la bienséance en fait, qui est finalement une sorte de posture sociale où on est content en fait de se présenter comme l'aidant, comme le sauveur, comme on disait, où en fait finalement on a plus envie de se conformer finalement à un idéal de bonté publique. On est content d'être d'être la personne qui est bien en fait, parce que ça nous met finalement en position de vertu. Voilà, on est le vertueux ou la vertueuse. Et en fait, c'est ça la différence entre la bienveillance et la bienséance. C'est soit une position un petit peu de posture de paraître, soit c'est une vraie valeur humaine où on va essayer d'aller à la rencontre de l'autre et d'essayer de se trouver un petit peu à mi-chemin, comme dit Damien. C'est finalement essayer de voir vraiment de quoi la personne a réellement besoin, qu'est-ce qu'elle attend vraiment, plutôt que de lui imposer une attitude ou des actions, des actes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête et de se dire qu'en fait, finalement, le validisme bienveillant, il repose sur un petit peu une espèce de hiérarchie morale où on va essayer de prendre le pas sur l'autre. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Il y a aussi, je pense, une forme de croyance qui est aussi due à la société validiste dans laquelle on vit, c'est de dire que le handicap ne devrait pas exister. Les personnes handicapées ne devraient pas exister parce qu'elles devraient être guéries, en fait.
elle devrait être valide. Et ben, la réalité, spoiler, ce n'est pas le cas. Et moi, je me rends compte que souvent, les gens, ils veulent m'aider. Ils me demandent si j'ai besoin d'aide, plus pour les soulager eux, parce que ça les met mal à l'aise de me voir galérer, entre guillemets, alors qu'en fait, c'est juste pas ma manière de faire. Elle est plus longue, elle est différente d'une personne valide, mais c'est ma manière de faire, et en effet, je prendrai peut-être plus de temps, et l'objectif sera réalisé. Typiquement, je le vois quand je veux lasser des chaussures. Oui, parce que j'ai des soucis de coordination, mais lasser des chaussures, c'est toujours sympa. Le challenge, la mort du risque. Et je sais qu'il y a des gens qui commencent à me regarder, qui voient comment je fais, et qui font, mais de suite, la réaction, t'as besoin d'aide? Ben non. En fait, juste, j'ai besoin que tu attendes, que tu sois patient. Et watch and learn. Je peux faire mes lacets tout seul. Et le jour où je ne pourrai plus faire mes lacets tout seul parce que je le saurai, là, je te demanderai aussi de l'aide. C'est là où, au moins, le travail, il est de 50-50. C'est-à-dire que c'est aussi la personne capable de demander l'aide quand on en a besoin. Et ça, c'est quelque chose qui est dur, qu'on ne nous enseigne pas. Et je dirais même que dans cette société compétitive capitaliste, on nous enseigne l'inverse. Ne pas demander d'aide. Parce que ce serait une preuve de faiblesse. Ça serait un échec de demander de l'aide. Alors qu'en fait, on est dans une société où tout le monde s'entraide. On parle toujours de société d'assistés. Mais en fait, tout le monde est de la cité. Tout le monde a un spoiler. C'est juste qu'on est la cité sous couvert d'argent. Et dès qu'il y a de l'argent, là par contre, tu n'es plus la cité, tu es un client. Voilà, c'est pour moi la seule différence. Et je sais plus où j'allais avec ça, mais tu y allais, et je pense que tu t'approches effectivement de la notion qu'on abordera à la prochaine conférence, qui est la question du validisme intériorisé. C'est-à-dire que beaucoup de fois, en fait, le validisme bienveillant, il va faire écho à notre validisme intériorisé. Comme tu dis, le validisme bienveillant, c'est souvent nous imposer de l'aide, alors que le validisme intériorisé, c'est nous, surtout, ne demande pas d'aide, parce que sinon, tu auras l'impression d'être un poids pour la société. Donc, on cherche toujours aussi le juste équilibre comme ça, entre aussi d'avoir la nécessité de débarrasser de ce poids intérieur aussi qu'on peut avoir, pour avoir une attitude, on va dire, saine, de dire, quand j'ai besoin d'aide, comme tout le monde, je peux demander de l'aide. Et ce qui vient aussi consolider le validisme bienveillant, finalement. C'est-à-dire, si nous, on nous garde bien notre place de ne demander surtout pas d'aide parce que ça va vous revenir à la gueule, nous, en fait, on est à raison de vouloir venir vous aider tout le temps. On fait, mais c'était malin quand même. Hein. Mais ça me fait penser, récemment, plusieurs fois, on m'a dit, alors que ce soit des personnes valides ou des personnes handicapées, on m'a plusieurs fois complimenté récemment en me disant « Mais t'as pas du tout l'air handicapé. Enfin, genre, j'ai passé 2 heures avec toi, incroyable à quel point t'as pas l'air handicapé. » Et en fait, je sais pas comment prendre ces remarques. et en fait, il y a un soupçon derrière de validisme bienveillant, parce que ces gens-là pensent me faire un compliment en me disant que j'ai pas l'air handicapé. Alors effectivement, encore une fois, il y a 10 ans en arrière, je faisais tout pour cacher mon handicap. C'est-à-dire, j'avais mis en place toute une stratégie, d'évitement, de faire semblant, de trouver des alliés qui me répétaient les phrases. Enfin, j'avais 150 stratégies pour réussir à ne pas montrer, surtout pas montrer que j'étais malentendante et que j'entendais pas ce qui se passait. Mais maintenant, c'est l'inverse. Je fais tout. J'arrive quelque part, je dis bonjour, je suis sourde. Bon, pas non plus, mais vraiment, je fais tout pour montrer. Je travaille sur le handicap, je milite sur le handicap, je monte mes appareils auditifs. Enfin, vraiment, je ne fais absolument rien pour cacher que je suis malentendante. Je fais répéter quand il y a besoin, etc. Et du coup, quand on me complimente en disant ça se voit vraiment pas, limite, c'est pas une victoire pour moi. Mais surtout, en fait, ça cache un peu quelque part un biais de dire en fait. C'est mieux si t'as pas l'air handicapé. Dans l'échelle, il faut pas avoir l'air handicapé. Parce que si t'as pas l'air handicapé, ça passe mieux en société, tu rentres plus dans le moule, tu vas moins te déranger, entre guillemets.
Sauf que tout ça, justement, c'est tout le validisme qu'on a envie d'éviter. On n'a pas envie de dire que le handicap c'est quelque chose de tellement négatif que c'est génial de pas avoir l'air handicapé. Et surtout, chaque fois qu'on me répète c'est bien, toi t'as pas l'air handicapé, en fait ça me renvoie vers mes anciens réflexes où je me sens obligée de masquer mon handicap en permanence. Et du coup, en fait, j'ai l'impression de revenir en arrière, de me dire en fait, est-ce que les gens attendent pas de moi que je masque mon handicap pour pouvoir me féliciter? Et là, voilà, c'est là où on est vraiment en train de creuser le truc du validisme bienveillant, parce que c'est vraiment ces personnes m'ont dit ça avec toutes les bonnes intentions du monde, et il n'y a pas un instant où j'en ai voulu, où j'ai répondu derrière, mais voilà, ça vient creuser des insécurités que j'ai de est-ce que je suis obligée de me conformer en société, à faire semblant de pas être handicapée, en fait, à faire semblant d'entendre, à rigoler alors que j'ai pas compris la phrase, tous ces trucs très nuls que j'ai fait pendant des années, par exemple. Donc voilà, ça c'est un exemple de validisme bienveillant que je peux rencontrer perso. En même temps, c'est le monde validiste dans lequel on est qui te conforte là-dedans. C'est-à-dire que oui, comme tu l'as très bien dit, c'est mieux de pas dire que t'es handicapé en fait. Mais en fait, c'est mieux pour qui? C'est mieux pour les autres, pas pour toi. Moi, ce que je me rends compte récemment, c'est que c'est toujours les non concernés les plus offusqués. Et donc, ça va être eux qui vont être offusqués de m'entendre, je suis handicapé, je crie haut et fort. Et les gens, ils comprennent pas, en fait, mais c'est juste que, il faut tirer la sonnette d'alarme à un moment donné, et aussi pour aller dans la même lignée que l'exemple qu'a donné Béa. Moi aussi, on me dit, mais waouh, t'es handicapé, mais tu fais plein de trucs, tu fais plus de choses que des personnes valides. Et je comprends pas, c'est-à-dire, pourquoi comparer? Pourquoi la comparaison entre une personne valide et une personne handicapée? Il n'y a pas de lien. En fait, parce que chaque personne est unique, chaque personne a une situation bien à elle qui fait que on peut faire des choses, on peut ne pas les faire. Et c'est ok. Et ça vient aussi dans la croyance qu'on a des personnes handicapées, c'est qu'on ferait rien. En fait, on est sur notre lit en étoile de mer et on attend que le temps passe. Et en fait, non, on fait beaucoup plus de choses, et même des personnes handicapées qui sont pas forcément visibles. Et en fait, on a aussi une obligation, une pression de par aussi la logique médicale, de devoir prendre des rendez-vous tout le temps, d'avoir une énorme organisation. Ça, c'est jamais mis en avant parce que apparemment, ça ne compte pas. Sauf que, je pense que si les gens avaient la même organisation que les personnes handicapées, on serait pas dans la même société, clairement. Donc ouais, ce système de comparaison, encore une fois, je pense que il faut aussi se réinventer. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup mon handicap, c'est que ça oblige à la réinvention, à trouver des trucs, des astuces, et à se montrer différemment. Et juste le fait de se montrer en tant que personne handicapée, j'ai l'impression que c'est déjà une révolution. Oui, non mais je suis d'accord, effectivement. Mais il y a une autre forme aussi une autre forme de validisme bienveillant dont je me rendais pas forcément compte avant, mais qui est aussi parfaitement insidieuse en fait. C'est de dévaloriser inconsciemment donc la personne handicapée en valorisant son entourage, en disant par exemple à ses parents, à son conjoint, au partenaire de dire quel courage tu as, incroyable. Moi je pourrais pas.
Je pourrais pas vraiment. Et ça, c'est un truc qu'on entend énormément. Alors, soit les gens le disent carrément en face à face, de dire quel courage de t'occuper d'une personne handicapée, voire même de ton propre enfant handicapé. Je veux dire, comment dire à un parent, tu es courageux de t'occuper de ton propre enfant. Ou alors ils le disent dans le dos, mais dans tous les cas, ils le disent et ils le pensent très fort surtout. Ce côté-là, finalement, que l'entourage, les aidants, etc., sont des personnes exceptionnellement courageuses, exceptionnellement dévouées. Et ça, alors, on entend le courage de dévouement, etc. Il est pas, c'est pas désagréable d'entendre, bah, c'est cool ce que tu fais. Mais en fait, derrière, ça dévalorise en fait la personne handicapée qui dit, bah, finalement, je suis un poids en fait. Il faut un courage exceptionnel pour être avec moi. Il faut être un courage exceptionnel pour s'occuper de moi. Et en fait, ça dévalue, en fait, ça enlève la valeur de la personne en tant que telle, de ce qu'elle peut apporter, quel que soit son handicap en fait. Oui, et puis on donne plus de valeur aussi aux personnes aidantes et auxiliaires de vie parce qu'en fait, c'est à elles qu'on s'adresse. C'est plus à la personne handicapée, c'est-à-dire que moi j'ai une situation avec des amis, alors là aussi il y a un gros sujet où tu n'as plus d'amis. Tu n'as plus d'amis, tu n'as plus de petits amis ou petites amies, tu as des accompagnants. Tu as un rôle social unique, peu importe qui tu es en vrai. Et ça m'est arrivé une fois au cinéma avec des amis où le film était dans une salle dans des escaliers. Sauf que mais en m'aidant un petit peu, je peux monter les escaliers. Et il y avait la personne de sécurité qui s'adressait uniquement à mon ami et qui posait des questions sur mais est-ce qu'il peut monter, est-ce qu'il peut le faire. Posez-lui la question. Il pourra vous répondre. Et le fait aussi de s'adresser directement, souvent c'est un symptôme de malaise extrême. Hein. La personne s'adresse à la personne debout, qui a l'air valide, plutôt qu'à la personne en fauteuil roulant à côté. Et ça, pareil, c'est une forme, voilà, on a peur de faire une maladresse, on a peur de mal faire, mais finalement, on s'adresse pas à la personne directement. Donc il y a plein de choses comme ça, notamment en ce moment j'ai découvert par hasard une série sur Netflix que je suis en train de regarder qui s'appelle Zoé et son incroyable playlist. Et il y a beaucoup le thème du handicap en fait dans cette série parce que Zoé c'est une jeune femme qui a un père qui est très handicapé, qui a une maladie neurodégénérative, qui rencontre plus tard donc un aidant dont la fille est sourde, signante, etc. Donc il y a le thème du handicap qui est tout au travers de la série. Et à un moment donné, alors cette série elle se veut inclusive, hein, voilà. Mais à un moment donné, il y a un moment absolument gênant où en gros elle demande à l'aidant de son père, en gros, qu'est-ce qui l'amène à faire ce travail-là, voilà, etc. Et en gros, il lui dit, en fait, côtoyer toute la journée des personnes handicapées, ça me fait dire à quel point j'ai de la chance, en fait, de pouvoir me déplacer, rire, respirer, faire ce que je veux et tout ça. Mais c'est horrible. Pardon, mais c'est horrible, en fait, de dire ça. C'est pas du tout sympa, en fait. C'est de dire, en gros, ton travail, en fait, c'est de trouver les personnes handicapées, leur vie tellement nulle que du coup, ta vie paraît vachement mieux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est grave comme propos dans une série qui est pourtant récente, inclusive, etc., qui est censée cocher toutes les cases de la série diversité, inclusion, ce que tu veux. Mais ils sont passés dans le gros biais, voilà, de validisme bienveillant, voire de pornographie de l'inspiration dont on va parler après. Moi, j'ai envie de dire, si tu veux aller vraiment au bout de ton propos, tu as de la chance de travailler vraiment pour une société inclusive et fait du travail associatif ou autre chose, parce qu'en fait, dans tous les domaines, dans tous les métiers, il y a un aspect handicap, il y a un aspect accessibilité à travailler. Donc, tout le monde peut faire un effort et pour le coup, ça paye. Et c'est simple parce qu'il y a souvent cette excuse de mais c'est trop compliqué, ça coûte de l'argent. C'est ni compliqué ni ça coûte de l'argent. Enfin, les systèmes D, on connaît bien parce que pour le coup, les personnes handicapées n'ont pas d'argent. Donc oui, on trouve des solutions pas chères. Et là, on en discutait encore cet après-midi avec Camille. Qui est la vice-présidente de l'ASSO, qui est aussi en fauteuil roulant, mais en fait, qui a des lieux qui
elle se pose pas de questions. Pour avoir une rampe, c'est compliqué, il faut remplir des dossiers, machin. Et il y en a qui font juste l'achat. Et bon, mais on va après parce que c'est juste la chose à faire. Il n'y a pas besoin de plus. Mais du coup, effectivement, on, on, on va un petit peu explorer le concept. Alors, le mot peut un peu faire sourire, mais le concept de pornographie de l'inspiration, qui est très très proche en fait du validisme bienveillant. En fait, la pornographie de l'inspiration, alors ça s'appelait inspiration porn, ça vient en fait de Stella Young, qui était une journaliste et militante australienne donc pour les droits des personnes handicapées. Et en fait, elle a fait un TED Talk en, je crois que c'est 2004, je ne veux pas dire de bêtises, où elle a sorti ce terme pour la première fois. Et en fait, elle expliquait, elle disait, moi, je suis handicapée et quand j'étais petite fille, j'avais une vie parfaitement banale. J'allais à l'école, je regardais Buffy contre les vampires, etc. Et un jour, dans ma ville, ils ont voulu me donner genre la médaille du courage. Et ils sont venus voir mes parents en disant, on veut lui donner la médaille du courage. Et ses parents étaient là genre, mais pourquoi? Elle est juste, elle est juste une petite fille qui vit normalement. Elle a rien fait de particulier. Elle a pas inventé un truc, voilà. Mais elle était courageuse juste parce qu'elle était handicapée. Et du coup, en fait, elle a sorti ce concept que j'adore, qui explique en fait que souvent, les personnes handicapées, en fait, elles sont instrumentalisées pour faire en sorte que les personnes valides, entre guillemets, se sentent mieux. Donc voilà, le terme pornographie, elle l'utilise d'une façon critique. C'est pour dire, dans la pornographie classique, on va instrumentaliser des corps pour le plaisir d'autres personnes. Et là, dans la pornographie de l'inspiration, en fait, c'est les corps des personnes handicapées qui sont utilisés pour faire sourire, pour motiver, pour émouvoir. Et ça, alors, sur les réseaux sociaux, il y en a, mais en pagaille, à tel point qu'on se rend même pas compte, en fait. On voit passer en permanence ce genre de vidéos, genre les vidéos d'un bébé qui découvre pour la première fois le monde avec ses lunettes, ou qui découvre pour la première fois, on lui a mis un implant, il entend la voix de sa mère pour la première fois, et tout le monde pleure dans les chaumières. Et tous ces trucs-là, en fait, ce sont des ressorts, en fait, d'inspiration porn. Et c'est justement un petit peu, voilà, dans la série dont je parlais tout à l'heure, c'est un petit peu ce biais-là, c'est-à-dire, en gros, finalement, les personnes handicapées qu'il croise dans son métier d'aidant ne sont pas là, en fait, simplement pour établir une relation de personne à personne. Elles sont là pour lui faire se rendre compte à quel point sa vie est géniale. Et ça, c'est extrêmement dérangeant. Et vraiment, si l'inspiration de porn, vous allez vous voir que quand vous commencez un peu à le décrypter, vous allez vraiment en voir de partout, de partout. Et notamment, vous savez, c'est un peu ces images où on voit une personne handicapée, je sais pas, qui fait du sport, qui fait un truc et tout, et on va avoir un petit texte genre toi, c'est quoi ton excuse? Tu vois, genre toi, eux s'ils font ça, alors toi, tu vois, tu peux y arriver. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est un côté très très malsain comme ça de se reposer en fait sur nos soi-disant capacité exceptionnelle, genre si je suis handicapée, que je sors faire mes courses, c'est exceptionnel, pour dire alors toi, tu vois, tes problèmes à côté, ils sont vraiment petits. C'est ça, et un peu, je trouve que ça aussi, ça met en culpabilité les personnes valides d'être valides. Mais en fait, personne ne demande d'être valide, personne ne demande d'être handicapé, quoi. Ça arrive, point, et on fait quoi avec ça? Et pour l'instant, en 2025, je trouve qu'on a encore cette question de on fait quoi avec ça? On n'est pas capable d'aller plus loin parce que ça demande à se confronter à la différence. Ce qui est très ironique parce que là, dans ce que j'ai entendu, en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours tout le temps une comparaison entre personnes valides, personnes handicapées, et c'est aussi la croyance qu'on défend à Dear Valley People, c'est que le handicap est une construction sociale et que en fait, faut arrêter cette comparaison valide handicapé. C'est qu'on est handicapé selon des critères validistes. Mais si les critères évoluent, il n'y a plus question de personnes handicapées ou personnes valides. On est des personnes, point. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'utilise toujours, alors ça se voit pas
à l'oral et que je mets des guillemets quand je dis personne valide parce que on est valide une partie de sa vie, mais on ne l'est pas tout le temps. Déjà, on a un grand nombre, je n'ai plus les pourcentages en tête, à avoir au moins un jour maladie ou un handicap temporaire dans sa vie. Et quoi qu'il arrive, en prenant de l'âge, on va toujours aller vers moins d'autonomie, vers du handicap ou de la maladie chronique. C'est juste, voilà, c'est le cycle de la vie. Donc, si on ne connaît pas le handicap à 20 ans ou à 40, on le connaîtra à un moment donné à 70, 80. Il y a des très, très fortes chances en tout cas. Donc, quelque part, c'est pour ça, en fait, c'est juste dans la continuité de la vie. Et si j'en parle, en fait, c'est en tant que groupe sociologique, parce que très clairement, actuellement, les personnes perçues comme handicapées, elles vont se retrouver dans certaines situations, d'où la dichotomie qu'on utilise pour dire personne handicapée, personne valide. Et pour continuer sur ce truc de pornographie de l'inspiration, ce que Stella Young disait, que je trouve très très drôle, elle disait les phrases qui disent par exemple que en gros avec de la bonne volonté on peut arriver à tout, etc. C'est vraiment en fait du bullshit. Elle allait jusqu'à critiquer finalement le truc de dire dans l'inspiration porn, on a un petit peu l'impression que si on veut, on peut, que si on met suffisamment d'énergie, on peut être cet athlète paralympique qui arrive à dépasser son handicap, etc. Et ça donne l'impression finalement que le handicap, c'est un peu une question de posture intérieure, de en gros, je fais une espèce de déclic et je vais arriver à être la super-héros de la surdité et puis réussir à dépasser mon handicap, voilà. Et en fait, c'est complètement faux. Parce que déjà, on n'a pas tous les mêmes possibilités, on n'a pas tous les mêmes envies. Et en fait, on ne peut pas tous dépasser son handicap, on ne peut pas tous se lever tous les matins avec la banane jusque-là en disant « je vis super bien mon handicap et aujourd'hui, je serai un super handicapé courageux ». Et en fait, être une personne handicapée courageuse, ça ne va pas faire apparaître par magie les adaptations. On ne va pas simplement en souriant faire apparaître une rampe, faire apparaître des sous-titres, du braille ou je ne sais quoi dont on aurait besoin pour pouvoir en fait être dans la société. Et donc voilà, il y a un peu une hypocrisie dans l'inspiration porn, c'est qu'on montre les personnes handicapées comme fabuleuses, inspirantes, géniales quand elles font des choses comme ça qui sont souvent assez banales, mais on oublie finalement que on nous montre juste des petits cas d'exception comme ça, mais finalement la majorité des personnes handicapées, elles vivent des difficultés qui sont liées à des raisons structurelles, politiques, d'organisation de la société. Et en fait, l'inspiration porn, ça dépolitise tout ça, en fait. Ça enlève tout le contexte derrière, l'environnement, l'inaccessibilité, le validisme. On montre juste, regardez l'exemple, lui, là, il a vachement bien réussi. Et ça, c'est problématique. Justement, moi, j'ai envie de réagir sur le sport, où d'ailleurs, c'est la pression qu'on met sur les personnes handicapées de faire du sport et de devenir athlète paralympique, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui nous reste. C'est-à-dire, il faut être athlète ou rien. Et sur ça, il y a une réponse plutôt positive. Il y a eu hier la diffusion du documentaire Valable, réalisé par Mélina Boetti, que nous avions reçu à Dear White People l'année dernière, et où là, il y a autre chose qui se passe dans le documentaire. On parle du sport, mais on remet le sport aussi au niveau du plaisir, pas uniquement de la compétition, du score, et qu'on met aussi en avant quelque chose, moi, qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié, c'est les instants du quotidien qu'on doit faire en tant que personne handicapée, de fermer une porte, d'ouvrir une porte, de mettre une prothèse, de l'enlever, enfin, d'où ces petits détails qui sont des détails, mais qui pour moi, ne le sont pas et qu'on ne voit pas si souvent à l'écran et qui pourtant sont très simples, je pense, à montrer à l'écran. Et pour revenir un petit peu sur notre sujet du jour, le validisme bienveillant, il n'est pas toujours bienveillant, hein. Spoiler, le ton condescendant, il n'est pas si bienveillant. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une situation en entrant dans un restaurant où j'ai fait tomber mon téléphone et ma batterie externe, et je m'en suis rendu compte une fois que j'étais à la place. J'ai fait, où est mon téléphone? Je suis revenu en arrière, j'ai retrouvé mon téléphone, machin. Et là, il y avait de la serveuse qui était là, qui m'a dit, mais
monsieur, faut faire attention à vos affaires. Mais oui, merci Sherlock, mais des accidents, ça arrive, en fait. Mais apparemment, parce que je suis une personne handicapée, il faut pas que ça m'arrive, parce que il m'est déjà arrivé tellement de choses, en fait. Je suis en fauteuil roulant. En fait, il faudrait pas que ça m'arrive de perdre mon téléphone en plus, quoi. Ben si, parce que ça arrive à tout le monde de perdre son téléphone, ça arrive à tout le monde de se faire voler son téléphone, ce qui m'est déjà arrivé. Donc pourquoi, encore une fois, faire cette différence? C'est que pour moi, l'impact aussi de ce validisme bienveillant, c'est de nous maintenir dans une fausse idée du confort. Et du confort qui, là aussi, pour moi, a une construction. C'est-à-dire que, mais à quel moment on est dans le confort? À quel moment, si toi, tu es dans le confort, ne fais pas de la projection et de dire que tout le monde devrait être dans le même confort que toi, selon les mêmes critères. On peut être dans un confort différent, et moi, j'irais même, faut apprendre à vivre dans le confort, parce que, mine de rien, il n'y a pas tant de personnes qui vivent dans le vrai confort. Et ça n'a pas un rapport direct, mais une autre forme, encore une fois, de validisme bienveillant, mais qui n'est pas bienveillant. Par exemple, c'est quand on est mal à l'aise face à une personne handicapée, on arrive dans un nouveau cercle, un nouveau groupe, il y a une personne qui est visiblement handicapée, c'est se dire, allez, je vais détendre l'atmosphère, je vais faire une blague de suite sur le handicap, ça va trop la faire rire. Spoiler, non. Ça ne fait pas rire, en fait. et c'est le problème toujours de dire, je vais être en position de, tu vois, je suis le mec sympa qui fait une blague sur ton handicap. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps dans une formation, un formateur qui arrivait comme ça direct, et quand j'ai rappelé que j'étais sourde et qu'il fallait articuler, il enchaînait direct avec une grosse blague en se mettant à crier pour se faire entendre. Et il était très fier de lui, et moi j'étais genre mais pourquoi en fait? Et ça, en fait, on est à la frontière, voilà, entre le validisme bienveillant et quelque chose de non, en fait, tu vas pas prendre la place. S'il y a une personne handicapée qui a envie de faire une blague sur le handicap, elle a le droit. Mais en fait, tu me connais pas, tu commences pas, t'attaques pas direct en faisant une blague sur mon handicap. Et d'une manière générale, on ne blague pas sur le handicap d'une personne, non pas parce qu'une personne handicapée n'a pas d'humour, ça n'a rien à voir, mais parce qu'en fait, vous savez pas en fait quel est le niveau d'interaction avec la personne. Et de la même manière que je vais pas faire une blague sur n'importe quel trait de caractère ou physique ou quoi que ce soit chez quelqu'un que je ne connais pas encore, on fait pas de blague sur le handicap. En fait, c'est juste du bon sens. Et si après on est potes et qu'on a découvert qu'on a un super humour ensemble, là on peut on peut faire des blagues, il y a pas de souci, mais à la limite, voilà, il faut avoir la connaissance de la personne et de tout ça. Et j'aime bien le rappeler parce que le validisme, comme le reste, en fait, c'est un continuum de violence. Donc ça commence toujours par quelque chose qu'on pense sympathique, le validisme bienveillant, les petites blagues, les traits d'humour, les petites moqueries dans les séries, les machins. Et puis après, l'étape du dessus, c'est le harcèlement, etc. Et puis tout en haut, il y a l'absence de droit, il y a l'eugénisme et tout le reste. Et en fait, c'est un continuum, c'est-à-dire que parce qu'on tolère les comportements en apparence bienveillants, en apparence banalisés, en apparence qui n'ont pas trop d'impact, en fait, on en arrive d'échelle en échelle, en fait, en haut de la pyramide. Donc, il faut toujours le rappeler, c'est un continuum. Oui, c'est un continuum, mais je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je vais dire autre chose. Le validisme bienveillant, il peut arriver sur une finalité vraiment à l'antipode de la bienveillance, je dirais, où pour moi, ça peut aller sur, encore une fois, l'excuse d'être gentil, mais comme là, c'est une petite blague, c'est pas grave, entre guillemets, mais tout ça, ça peut aller très très loin, parce que ça peut aller jusqu'à la remise en question, la transformation de crimes comme les meurtres envers des enfants handicapés, notamment autistes, et qu'on va déjà mettre en avant le parent, la mère ou le père qui aurait commis le crime, mais qu'en plus de ça, en fait, c'est normal, en fait, elle n'en pouvait plus. Et oui, mais sauf que ça, dans d'autres situations, on ne parle pas
comme ça, et aussi dans le cas de viol, notamment en institution, qui peut arriver souvent, mais c'est, on va dire, oui, elle a eu la chance d'être désirée. Comment ça? C'est-à-dire, dans quelle autre situation cette phrase est valide, pun intended? Et effectivement, je rebondis sur l'histoire des parents parce que c'est déjà arrivé d'affaires médiatisées de parents voilà, qui vont mettre fin au jour de leur enfant handicapé. Et systématiquement, il y a il y a une empathie qui se place du côté du parent. Les médias vont toujours médiatiser le père ou la mère courageuse, qui avait tout donné, qui était au bout du rouleau, qui n'en pouvait plus. Et souvent, dans ces cas-là, dans les portraits médiatiques qui sont faits, parce que souvent ces histoires, on les connaît par la presse, voilà. En fait, l'enfant, par contre, lui est complètement anonymisé. Il n'existe pas, il n'a pas de prénom, il n'a pas de nom. Alors que partout dans la presse, si un enfant est tué, vous allez voir son prénom, en gros, pendant des semaines dans les journaux. Mais un enfant handicapé, il n'a pas de prénom. C'est juste l'enfant handicapé. Et ça a été vraiment, il y a 1 an ou 2, il y avait eu 2 affaires comme ça qui s'étaient passées en 1 mois, un enfant handicapé et un enfant valide. Et il y en avait une qui avait fait la une des journaux pendant des semaines et l'autre en fait qui avait été même pas nommée en fait dans les journaux. Et j'avais fait ce parallèle effectivement. Et ça montre comment en fait l'empathie en fait, la bienveillance va se placer toujours du même côté dans ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on dit il faut faire extrêmement attention. Voilà, à ces formes de validisme parce que il y a toujours un regard qui est très très orienté dans ces cas-là parce que finalement il y a cette image comme cas que les personnes handicapées seraient un fardeau, que le handicap c'est quelque chose de forcément négatif et ça c'est tellement imprégné dans notre société, dans notre culture, dans notre éducation. On grandit avec ça en fait. On grandit avec ça, c'est normal qu'à un moment donné on le pense et c'est normal qu'après on en arrive à des choses comme du validisme bienveillant, comme etc. Oui, comme tu dis, c'est petit à petit. Ça peut commencer par une petite blague, pas grave, mais sauf qu'après, ça peut aller très loin. Si on ne contrôle pas le validisme tôt, comme taux de discrimination, comme de croyance, elle se solidifie au fil des années. Donc, il faut l'arrêter au plus tôt et déconstruire pour mieux reconstruire. Et je retrouve ce que je voulais dire, c'est que le plus dur dans tout ça, par rapport à la petite blague, par rapport à plein de choses, c'est toujours à nous de répondre, à faire de la pédagogie. Déjà qu'on n'a pas forcément l'énergie du quotidien, juste ça, on n'a pas forcément l'énergie de toujours devoir faire de la pédagogie, toujours rappeler, en fait, on est des êtres humains que ça, vous le dites pour nous, mais en fait, pour le reste de la société, ça, on ne le dit pas. Enfin, ce que j'ai dit par rapport au viol, par rapport aux meutes qui vont être validées, au final, ça, on le dit pas. Et je suis très d'accord avec toi sur le fait qu'on n'est pas obligé de faire la pédagogie tout le temps. Là, on le fait présentement, mais typiquement parce que on est dans un... On aime bien faire ça, on est un peu BDSM. mais parce qu'on est dans le cadre où on est dans notre travail militant. Donc, voilà, moi, je sais que j'ai mon travail militant où je fais de la pédagogie, j'ai mon métier où je fais de la pédagogie, mais parfois, dans le cercle privé, en fait, juste j'arrête et j'ai plus l'énergie. Et moi, ça m'arrivait récemment d'être confrontée à des bandes de personnes en fait qui font des blagues ultra violentes en fait sur le handicap mental, etc. Et en fait, je suis juste là, c'est vendredi soir, je me détends et en fait, je n'ai pas l'énergie en fait de leur dire non, mais là, c'est pas ok, etc. Et en fait, c'est aussi ok, c'est-à-dire qu'on a des rhétoriques face aux discriminations parce que on n'est pas toujours obligé en fait d'aller au combat. Il y a des fois aussi, on a le droit de dire, mais là, en fait, je m'extrais, je réagirai plus tard, je réagirai à froid, ou je réagirai pas, et c'est ok aussi parce que quand on est des personnes qui sont déjà sujettes à des discriminations, à des violences dans le quotidien, on passe notre temps à réagir à ça en permanence, on passe notre temps à lutter contre ça en permanence, et parfois, ça arrive, qu'on n'ait plus les cuillères, qu'on n'ait plus l'énergie, en fait, de répondre, et c'est ok, des fois, de pas avoir envie de faire de la pédagogie. Et oui, à l'approche des fêtes de Noël, bon courage à nous tous, parce que ça risque d'être à nouveau le cas. Mais pour finir cette conférence, en conclusion, validisme bienveillant, il faut le
remettre en question à quel moment on est réellement bienveillant, se rendre compte aussi que ça se fait à deux, que c'est pas une question qu'on peut répondre seul et que on veut bien être épargné de ça là où on nous dit qu'on faudrait les épargner, faire des efforts, etc. Moi, je pense que ça vaut beaucoup plus le coup de nous épargner de tout ça, d'avoir l'énergie pour pouvoir passer des week-ends en famille tranquille, n'est-ce pas, Béa? Et aussi, pour raccrocher à l'actualité rapidement avant de conclure et de passer aux échanges, il y a 2 événements qui vont se passer dans pas longtemps, qui font souvent beaucoup de validisme bienveillant. Par exemple, la semaine prochaine, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Alors, il y a des chouettes initiatives, hein, c'est cool de vouloir favoriser l'emploi des personnes handicapées, mais il y a des initiatives qui sont un petit peu bof, hein, qui sont plus de l'ordre de la communication. Par exemple, moi, ça me fait beaucoup sourire le Duo Day. Je sais pas si vous connaissez le Duo Day. En gros, dans les entreprises, ils font une grosse opération de com pour dire, regardez, aujourd'hui, on va prendre un stagiaire handicapé qui toute la journée va être avec nous dans l'équipe, il va suivre un salarié valide et à la fin de la journée, voilà, on le remercie, on prend en photo, c'est super. Sauf qu'en fait, il y a, je pense, moins de 20% de ces journées qui accèdent peut-être plus tard à de l'emploi, mais la plupart du temps, c'est une opération de com pour montrer, regardez, on a inclusif, c'est super. J'ai un peu des doutes en fait sur le concept. Personnellement, je suis pas extrêmement fan. Et derrière, on a début décembre, hein, dans pas longtemps, on a le Téléthon. Et le Téléthon, c'est mon avis très personnel, mais c'est une opération qui a beaucoup aidé les familles et les gens effectivement depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça, on peut pas leur enlever. La recherche scientifique, on en a besoin, mais la recherche scientifique ne devrait pas en fait être sujette à la charité des gens. Et ça, c'est ce qu'on reproche, c'est que finalement le Téléthon, c'est organiser la charité et dire en gros, faire pleurer en montrant des personnes handicapées, surtout des enfants, surtout des personnes mignonnes, etc. Les mettons en premier plan, comme ça, alignés sur scène pour récolter des dons. Et ça, c'est extrêmement dérangeant. En gros, il y avait des militantes qui disaient, je crois que c'est Elisa Rojas ou je sais plus, qui disaient en gros, en un week-end, le Téléthon détruit tout ce qu'on avance le reste de l'année en termes de représentation des personnes handicapées. Et ça, effectivement, c'est complexe. Il y a beaucoup de gens qui s'offusquent quand on dit ça parce qu'il y a des gens qui donnent avec beaucoup de générosité au Téléthon depuis des années dans leur famille, etc. Avec beaucoup de bienveillance, voilà, ils donnent leur argent. Merci. Et je connais des personnes en fait dans notre association qui ont participé en fait en étant enfants du Téléthon quand elles étaient jeunes et qui ont vu les rouages de l'émission et qui ont vu un petit peu comment orienter le regard. Et voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut questionner en fait sur comment on parle du handicap dans ces émissions là et pourquoi on est obligé de faire une émission pour récolter des dons en fait pour faire avancer la recherche quoi. Donc voilà, donc ça c'est typiquement une émission qui va marchandiser le validisme bienveillant. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est extrêmement dérangeant dans le concept même de l'émission. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, l'émission française est inspirée en fait d'un concept américain. Sauf que les militants anti-validistes aux États-Unis se sont battus contre cette émission et aux États-Unis, elle n'existe plus. Elle a été supprimée, justement. Pour ces raisons-là, vraiment. Oui. Donc, c'est important à rappeler, en fait. Et de manière plus générale, je trouve aussi que le Téléthon, en fait, c'est une instrumentalisation des émotions des gens. C'est faire de l'argent sur les émotions des gens, alors que nous, au contraire, ce qu'on essaye de dire aussi à Dear People et de assos anti-validistes, c'est que le handicap, il faut le voir de manière pragmatique. Faut apprendre à faire ça et comme tu dis très bien, c'est pas un sourire
qui va faire qu'on a une honte, c'est pas le Téléthon, qui va faire qu'on a une honte. Si on avait un Téléthon pour l'accessibilité, Ce serait génial. Peut-être que ça irait beaucoup plus vite. Et pour rebondir sur ta phrase, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit il faut sortir le handicap du champ de l'émotion. Et en fait, c'est ça. En France, on parle toujours du handicap pour faire pleurer dans les chaumières, pour voilà. Et on veut juste en parler comme des personnes qui ont des droits, qui ont des besoins d'accessibilité, et on a besoin d'avoir plus notre place dans la société comme tout le monde. Et c'est tout. Faut rester en fait. Faut sortir du champ de l'émotion. Faut sortir du voilà de tout ça. Et avec ça, déjà, je pense qu'on progressera un petit peu. Voilà, c'est la conclusion de cette conférence. Sortez-les tous. Et maintenant, on va prendre un petit temps pour des questions, parce qu'on ne vous a pas entendu la conférence. Vous avez été très sage. Mais là, on voulait prendre 10-15 minutes avec vous si des gens avaient des questions. Peut-être des témoignages aussi à apporter. Alors, pas que des questions, effectivement. D'autres situations qu'on n'aurait pas décrites. Toute réflexion est la bienvenue. Des gens qui veulent participer. Et donc, il y aura normalement, alors il y a une question, et il y aura donc une prochaine et dernière conférence de ce cycle bientôt, dont la date n'est pas encore fixée. Ouais, tout à fait. Ça, on dira la suite. On parlera de nos réseaux, etc. Tout à fait. Mais pour l'instant, place à la question. C'était un élève ambulancier qui est bénévole au quartier généreux. Il était là un petit peu par hasard à tenir le bar pendant la conférence. Et nous entendons, ça lui évoquait pas mal de choses par rapport à sa formation. Il nous a parlé qu'on les pousse à utiliser ce qu'ils appellent le potentiel patient, qu'en théorie, ça apporterait une certaine bienveillance, mais qu'en réalité, il a pu observer une certaine maltraitance involontaire, notamment durant leur stage. Oui, c'est quelque chose qu'on a pu aborder aussi lors de notre conférence sur le validisme systémique avec une personne qui travaillait en institution et en fait qui s'est rendu compte en nous écoutant que la manière dont était construit son métier dans l'institution le poussait à être validiste, mais sans réellement le vouloir en fait. Enfin, comme je dis très bien, de manière involontaire. Et ça, je pense que c'est aussi pareil dans toutes les formes de métiers, parce que y a une pression à faire vite, à de la rentabilité. Et là, au contraire, prendre conscience de tout ça, de toute cette discrimination, ça demande à prendre le temps justement. Donc, je comprends. Mais merci de ton témoignage. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent dans les milieux institutionnels, qui ont conscience de ça, mais c'est pas juste une question parfois d'avoir conscience ou pas, c'est juste parfois on nous offre pas les moyens, il n'y a pas assez de monde, pas assez d'argent, etc. Et de fait, en fait, la maltraitance, parfois, elle vient de là, en fait, du fait de pas être assez nombreux avec pas assez de moyens, etc., qui fait qu'on peut pas faire correctement les choses pour prendre le temps d'écouter, d'être là pour chaque personne de façon... on est censé, on croit que dans les institutions, on prend soin des besoins individuels de chaque personne, mais en fait, on ne peut pas s'attarder aux besoins individuels de chaque personne. Et de fait, effectivement, il peut y avoir de la maltraitance involontaire. Voilà, comme... merci. Oui, et puis ça rejoint, c'est l'idée que c'est du 50-50, c'est même avec des personnes handicapées. Parce qu'il y a la fois cette idée que les personnes handicapées, non, en fait, faudrait pas qu'elles prennent part d'eux. Et en fait, si, mais c'est juste qu'il faut se mettre à leur portée aussi des personnes handicapées. Si elles ne comprennent pas ou autre, il y a toujours des solutions. Et c'est aussi ça qu'on veut montrer à Direct People et qu'on met en place des conférences avec interprétariat LSF. On a pu faire une conférence avec une personne qui a des troubles d'élocution et qu'en fait, là, encore une fois, en mettant les choses en place, c'est possible.
Il s'agit du témoignage de la maman de Hugo, 21 ans, qui a un handicap moteur important. Elle témoigne aussi en tant que maman aidante. Elle nous parle des mentalités qu'il peut avoir en France ou en Corse, notamment qu'il ne faudrait pas montrer son enfant handicapé dans la rue. Ce qui, eux, dans leur cas, ils ont tout fait pour se battre, pour faire tout l'inverse. En écoutant nos podcasts sur le validisme, elle se rend compte qu'elle peut avoir, elle aussi, des comportements validistes inconscients. Elle ne peut pas être à la place d'Hugo ou à notre place. Pourtant, elle peut en faire tout ce qu'il faut, enfin en tout cas, ce qui lui semble juste pour que Hugo soit intégré. Mais c'est déjà hyper essentiel, et merci déjà de se renseigner sur ce qu'est le validisme quand on s'occupe, on prend soin d'un proche qui est handicapé, et déjà même si on se rend compte qu'on a des biais, juste d'en avoir conscience et de travailler dessus, de les avoir dans un coin de la tête, en fait c'est déjà une étape qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout, ou c'est déjà énorme en fait de faire cette intellectualisation là, et en fait et d'y réfléchir. Forcément vous pouvez pas vous mettre à la place d'eux, mais ça peut vous éviter effectivement certains travers qu'on peut avoir effectivement sans se rendre compte, surtout quand on est quelque part, quand on s'occupe et qu'on prend soin, on est involontairement bien sûr dans une position un peu de domination, quelque part de je m'occupe d'eux, je suis la personne aidante, et donc ça c'est là où on travaille vraiment son comportement pour se mettre à niveau, pour réfléchir à prendre soin tout en laissant de l'autonomie, etc. Donc déjà d'y réfléchir c'est super, et vraiment c'est génial. Tu as employé un terme, moi, qui me parle beaucoup, c'est tu as dit juste des actes justes. Et je trouve que dans le handicap, il y a exactement ça, cette pression de la justesse, mais qui est mal placée. C'est-à-dire qu'on parle de justesse, mais sur des critères valides, encore une fois. Et c'est pour ça qu'on va retrouver dans les médias beaucoup de maladresse, de creeping up, où l'on va être loin finalement de la justesse. Et parce qu'en fait, je pense que dans l'imaginaire collectif validiste, on a déjà une idée préfaite, toute faite de ce qu'est la justesse dans le cas du handicap. Qu'en fait, faut se libérer de cette pression et se dire, en fait, faut imaginer de nouvelles choses. Et ouais, des fois, ça passera bien, des fois, ça passera pas bien, mais ça, c'est ce qu'on appelle la vie, en fait. Et je vais rebondir aussi sur quelque chose, c'est que effectivement la perception du handicap, elle est sociétale, elle est culturelle, elle est ancrée, voilà, dans une société. Et effectivement, en France, on a un regard très négatif sur le handicap, ce qui fait que les personnes handicapées, vont avoir ce regard, elles vont vivre avec ça. Et moi, j'ai connu un couple effectivement qui avait une petite fille handicapée, et c'était un couple mixte avec l'homme qui était né en France et elle qui était née en Amérique du Sud. Et en fait, ils étaient repartis vivre quelques années en fait dans sa famille, parce qu'elle disait que elle, dans son pays, dans sa culture, en fait, les enfants handicapés n'avaient pas ce regard très péjoratif, et qu'en fait, ils faisaient partie de la famille, ils faisaient partie de la communauté, et tout le monde en prenait soin. Et il y avait une conception en fait à la fois de la famille, du handicap, du lien à l'autre, etc., qui était si différente qu'en fait elle n'arrivait pas à vivre avec le handicap de sa fille en France, mais qu'elle y arrivait dans son pays. Et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant comme perspective, et c'est important de se rappeler qu'on est dans un milieu culturel donné, et que que ce qu'on raconte c'est aussi valable pour ce milieu culturel là, ce temps là. Peut-être le temps pour une dernière question. Témoignage, s'il y a. Cette fois-ci, il s'agit du témoignage d'Hugo, 21 ans, étudiant. Il parle des différences de mentalité avec les États-Unis. Là-bas, ils seraient beaucoup plus sympas. Ils tiennent la porte, ils ne se posent pas de questions. Alors qu'en France, lorsqu'il est tout seul dans la rue, c'est presque un réflexe. Les gens lui demandent tout le temps s'il a besoin d'aide, alors que des fois, il peut se débrouiller tout seul.
Et merci, effectivement, c'est un très bon exemple, comme quoi parfois d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, on va pas avoir le même regard et du coup on va avoir pas forcément que les États-Unis sont parfaits sur tous les points parce que j'imagine que eux ils ont aussi leurs propres problématiques d'accessibilité, d'accueil, d'inclusion de tout ça surtout en ce moment particulièrement en ce moment mais voilà, en tout cas on va pas forcément avoir le même regard sur le handicap et du coup on va pouvoir effectivement voilà, avoir une expérience différente. Moi, ce que tu me dis, ça fait écho aussi à l'aide, le rapport à l'aide qu'on peut avoir ici. J'ai l'impression que des fois, c'est un prétexte pour rentrer en relation avec nous et que souvent, justement, comme tu dis, quand on est seul dans la rue, souvent, il y a des gens qui vont venir nous voir et nous dire « Vous avez besoin d'aide ?» Ben non. En fait, et juste parce que je suis à l'arrêt ou quoi, je fais un truc et vous avez besoin d'aide, ben non, tout va bien. Et on a l'impression que c'est la seule manière de rentrer en contact avec nous, c'est de nous demander si on a un besoin d'aide. C'est pas le cas, ben salut, en fait, j'ai plus besoin d'être là. Alors qu'en fait, il y a plus. Oui, mais c'est effectivement, c'est vrai. Enfin, moi, je sais qu'il y a très très longtemps, quand je voyais passer, par exemple, une personne visiblement aveugle avec une canne blanche, etc., j'aurais eu tendance à m'approcher, à dire s'il y a besoin d'aide. Alors que maintenant, je sais que concrètement, si je le fais pas, si j'ai envie d'aller lui parler, je lui parle pour autre chose. Je vais pas lui parler pour demander, voilà, pour demander ce besoin d'aide. Mais c'est effectivement, tout est formaté par le regard effectivement qu'on a, qu'une personne handicapée, forcément peu autonome, etc., qu'elle a pas presque à se trouver seule dans l'espace public finalement, hein, puisqu'on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Donc voilà, il y a effectivement un regard un peu voilà de condescendant effectivement sur les personnes quand le handicap effectivement est visible. Est-ce qu'il y a une autre question Une ou retour dernière intervention et après on va clore tranquillement. Pour ce dernier témoignage, il s'agit de Léo qui va nous parler d'un acte de validisme assez violent et assez problématique. Donc prenez garde, cher auditoris. Lui, ça ne fait pas longtemps qu'il s'identifie comme une personne handicapée. Et dans cette situation qu'il nous décrit, il nous parle d'une personne qui avait du pouvoir sur lui et qui a pu prendre une décision à sa place. Il était en formation pour être moniteur, éducateur, il avait été sélectionné, il avait un contrat signé, il avait commencé un stage et durant ce stage, il a eu un souci et son responsable de formation a voulu arrêter la formation avec lui sous prétexte de bienveillance. Non mais c'est encore le truc de on arrête mais c'est pour toi qu'on le fait. C'est pour ton bien. Oui, bien non, en fait, là, vous mettez dans la merde. Heureusement que son employeur l'a défendu, mais il n'a pas pu exercer son droit de continuer la formation. Et par son témoignage, il a voulu rappeler les relations de pouvoir qu'il pouvait avoir entre les personnes valides et les personnes non valides, qu'on pouvait s'autoriser des choses aberrantes et que ça passerait comme une lettre à la poste. Et ça me fait réagir sur quelque chose, c'est que j'en parlais récemment avec quelqu'un, de dire en fait qu'il y a le validisme vécu par les personnes handicapées qui ont des handicaps de naissance ou d'il y a très longtemps. Et ça, en fait, c'est tellement intégré au cours de la vie que je dis pas que c'est moins violent, juste on s'y est habitué, en fait. Mais pour les personnes qui déclarent un handicap au cours de leur vie, qui deviennent soudainement handicapées, que ce soit à la suite d'une maladie, d'un accident, etc., ce passage en fait de la vie valide à la vie handicapée avec le validisme qui va avec est extrêmement en fait violent. Souvent, c'est une claque comme ça de passer d'un monde à l'autre parce que on vit des choses qu'on n'avait jamais vécues avant ou on s'était pas aperçu parce que dans notre vie de tous les jours, si on n'a pas de problématique particulière de handicap ou de maladie, on n'a pas de raison particulière de s'attarder là-dessus, à part si c'est notre métier. Et donc, de fait, on vit sa vie comme ça, puis un jour, on devient handicapé. Et là, d'un coup, on se rend compte de tout un monde, en fait, qu'on ne connaissait pas et de tout un monde de violence qu'on découvre. Oh là là, c'est incroyable. Et effectivement, là, c'est presque encore plus...
je pense qu'il faudrait s'attarder comme ça sur la situation des personnes effectivement qui deviennent malades ou handicapées au cours de leur vie, en fait, de ce temps de transition qui peut être voilà, d'une violence insoupçonnée en fait. Quand on découvre le validisme comme ça à l'âge adulte, c'est C'est pour ça que je suis président de Dear Valley People, hein, parce que oui, moi, mon handicap s'est déclaré au cours de la vie, et je pense qu'aussi ça me donne une vision haute, c'est que je peux faire un comparatif entre avant et après, et que ça me permet d'avoir un prisme, de pas intérioriser tout ça, tout ce validisme. Et ça met en lien avec donc la prochaine conférence qui n'a pas encore de date, mais qui sera sur le validisme intériorisé. et là aussi il y a beaucoup de choses à dire effectivement parce que finalement on donne l'impression que le validisme en fait c'est une affaire de personnes valides, mais non, en fait toute cette société validiste, on l'intègre, on en fait notre petit mélange et on l'a bien à l'intérieur de soi, et ça se présente en fait de multiples manières. Donc vraiment, je vous invite, si vous voulez creuser un peu la question du validisme intériorisé, si ça vous intéresse, à revenir pour la prochaine conférence qui sera à une date ultérieure qu'on ne connaît pas encore. Et cette date, vous pourrez la connaître en nous suivant sur les réseaux, Instagram, Facebook. Vous pourrez retrouver donc ce podcast en rediffusion dans quelques temps. Et n'hésitez pas aussi à nous aider, puisque, je le rappelle, Dear Valley People est une association où vous pouvez adhérer, donner, c'est défiscalisé. On a mis en place une adhésion solidaire à 10 € l'année, sans justificatif, parce que on ne juge pas des capacités financières de chacune. Et merci beaucoup à tous d'avoir été présentes ce soir. Et on vous souhaite une bonne soirée, bon week-end. Merci beaucoup. Dear. Valid people.